Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Réagissant aux récentes mesures prises par Washington, le porte-parole du gouvernement burkinabé a reconnu la précarité de la situation sécuritaire, mais soutient que les autorités font de leur mieux. Je sais que nous avons un pays, c'est le Burkina Faso, que nous avons des forces de sécurité qui travaillent à consolider la sécurité, que la situation dans certains endroits a été critique ou peut-être critique, mais que chaque fois, nos FDS ont été là pour relever les défis. Donc chacun d'entre nous parle à ces populations et comme moi je dis, eux ils ont la possibilité de repartir chez eux, nous on n'en a pas. La seule possibilité que nous avons c'est de rester chez nous. Il y a une semaine, la note a fait le tour des réseaux sociaux. 22 enfants, des élèves, quitteront le Burkina Faso avant le 1er décembre. Une décision prise par prudence, selon l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, au regard de la détérioration de la situation sécuritaire. Hier, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'ambassade, le diplomate américain s'explique. J'ai pris la décision d'envoyer hors du pays nos enfants mineurs pour mieux nous configurer à focaliser et mettre notre ambassade sur le pied de guerre pour aider le Burkina Faso à mieux confronter cette menace difficile. Cette décision était vraiment difficile. Toujours hier, dans un communiqué du département d'État américain, Washington a déconseillé aux voyageurs américains de mettre les pieds au Burkina Faso en raison de la situation sécuritaire. Les États-Unis, les Américains utilisent des outils de suivi de la situation sécuritaire et des menaces sécuritaires. Donc c'est en application des résultats de ces outils de suivi que l'ambassadeur a dû prendre cette mesure-là. Il y a une semaine, le ministère français des Affaires étrangères avait classé tous les pays en zone rouge et orange pour les touristes occidentaux, c'est-à-dire déconseillés, sauf raison impérative ou formellement déconseillés. Il y a 6 mois, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada avaient interdit, sinon déconseillé à leurs ressortissants de se rendre au Burkina Faso. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La commission électorale a refusé de donner une date pour la publication des résultats provisoires. Pourtant, en 2014, ils avaient été publiés au lendemain du scrutin. La Namibie est cependant le premier pays africain à introduire des machines à voter électroniques censées accélérer le processus de vote et de dépouillement. En fait, j'ai été surpris parce que ce que je sais, c'est que lors des élections précédentes où nous avions voté sans les machines électroniques, c'était plus vite. Mais cette fois-ci, c'était trop plein avec de longues files d'attente. C'était donc une surprise pour nous. Nous espérons cependant que tout se passera bien. De grâce, nous avons besoin que les résultats soient publiés le plus rapidement possible. Mercredi, les bureaux de vote avaient dû rester ouverts tard dans la nuit face à l'afflux d'électeurs et à la lenteur du processus. Une lenteur frustrante, une élection émaillée de défaillances selon certains électeurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voter et c'est un problème. Ils doivent mettre plus de machines ou ils doivent changer les jours pour qu'on ait 2 jours par exemple. Si aujourd'hui je n'ai pas pu voter, demain je voterai. Comme vous pouvez le constater, toutes ces personnes attendent. Nous ne savons pas si c'est à cause des machines à voter électroniques, mais les gens se plaignent. Tout le monde ici veut rentrer chez lui sans voter. Beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux sans voter. Donc, je pense que ce sont les machines qui sont inadéquates. Dans la matinée, le site internet de la commission électorale ne présentait des résultats partiels que pour 4 des 121 circonscriptions. Le pays est sur la voie d'un relèvement progressif après 6 années de guerre civile et doit maintenant faire face à des inondations que la région n'a pas connues depuis près de 4 décennies. Les répercussions sont considérables: destruction des habitations, submersion des routes, accès aux services publics, sans parler du risque accru de propagation des maladies.
Nous exhortons les agences ou les donateurs à soutenir cette opération à Maban afin que les gens puissent recommencer une nouvelle vie. Et cela passe par la reconstruction des infrastructures, c'est-à-dire les maisons, les hôpitaux, car comme vous pouvez le voir ici, tout a été endommagé. Les gens dorment à même le sol, donc c'est terrible. À titre de réponse immédiate, le HCR a prépositionné des kits d'abri d'urgence et une assistance matérielle pour aider plus de 5 000 familles affectées, soit quelques 25 000 personnes, à reconstruire et réparer les abris endommagés, mais un complément d'aide est nécessaire. Je suis venu ici pour construire pour les enfants afin qu'ils puissent dormir à l'intérieur parce qu'actuellement, ils dorment dehors. Donc j'accélère afin de leur fournir un toit, même si je n'ai pas non plus d'énergie pour travailler. Mais je n'ai pas le choix. Que puis-je faire si les enfants sont assis sous le soleil et les moustiques? L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés travaille aux côtés de ses partenaires et des autorités locales pour accélérer l'acheminement de l'aide d'urgence. Grace a donné naissance en novembre dernier à un bébé en bonne santé, son 4e enfant, à la clinique communautaire à Chikondi. Depuis 2008, cette maternité a pour ambition d'aider les femmes qui n'ont pas assez de moyens à accoucher en toute sécurité. Depuis lors, la clinique a effectué plus de 8 800 accouchements avec succès, sans perte de mère ni d'enfant, selon sa fondatrice. C'est un record remarquable au Malawi, un pays où, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le taux de mortalité moyen pour 1000 naissances est de 22 décès pour les bébés et 6 pour les mères. Il y a une grosse différence. Les hôpitaux publics sont encombrés, les femmes accouchent par terre et parfois une infirmière est responsable de 3 femmes enceintes. Cela compromet la santé des mères et des enfants, mais ici, j'ai reçu un bon traitement. Les chiffres de l'accouchement réussi fournis par la clinique signifient que l'établissement bat non seulement la moyenne mondiale de 17 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances, mais également la moyenne des pays riches. En Grande-Bretagne cette année, Charity Salima a reçu le prix Point of Life du Commonwealth pour ses efforts dans la lutte contre la mortalité infantile. Tout ce succès est arrivé parce que nous arrivons à prendre en charge les complications le plus tôt possible. La détection précoce de toute anomalie et la réponse adéquate aux besoins, c'est ce qui nous a permis de réussir. Les soins sont gratuits et le bâtiment a été construit grâce aux dons de l'Écosse et de la Norwegian Nurse Organization. La fondation caritative Freedom from Fistula, basée aux États-Unis, intervient aussi en cas de traitement des blessures liées à l'accouchement et finance le dispensaire. La loi sur les droits de l'homme et la démocratie de Hong Kong impose au président américain d'examiner annuellement le statut commercial favorable à la ville et de menacer de le révoquer si les libertés du territoire semi-autochtone sont annulées. Trump avait semblé réticent à signer le projet de loi, mais a subi de fortes pressions du Congrès, où la question avait attiré un rare soutien bipartite. Dans les cercles politiques de Hong Kong, on condamne cette mesure. Avec les États-Unis, c'est toujours 2 poids, 2 mesures en matière de droits de l'homme. Il ne s'agit pas d'un double standard, mais de plusieurs standards. Les États-Unis baisseront leurs critères si vous êtes leur allié. Mais s'ils vous traitent comme un ennemi, alors il n'y a pas de normes. Nous pensons que la loi interfère non seulement dans les affaires de Hong Kong et la souveraineté de la Chine, mais elle stimule également les émeutiers à Hong Kong. Pour l'activiste pro-démocratie Joshua Wong, la loi signée par Trump envoie un message clair à Pékin. Un message clair a été lancé à Pékin. La Chine ne doit pas ignorer la voix des Hongkongais. Et le seul moyen de désamorcer la situation est de réformer la police et de mettre fin à la brutalité policière. Pour la 2e fois en l'espace de 4 jours, l'ambassadeur des États-Unis à Pékin, Terry Branstad, a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères qui a appelé Washington à ne pas mettre en œuvre le texte incriminé. Pour Martin Sif, analyste Global Policy Institute, cette loi entre dans le cadre d'une stratégie américaine connue. C'est la même histoire partout et cela n'a jamais conduit à plus de prospérité ni à plus de paix. La différence est que la Chine est assez grande pour résister aux États-Unis et prendre soin d'elle-même. Le Congrès américain a également approuvé une mesure interdisant la vente à la police hongkongaise de matériel destiné à réprimer les manifestations. Une résolution également promulguée par Donald Trump. La question est de savoir si cette décision va mettre en péril les transactions en cours entre Washington et Pékin pour sceller un accord et mettre fin à leur guerre commerciale.
Bonsoir à tous, on fêtera juste après. Eric Bailly a repris l'entraînement, absent depuis le 25 juillet, suite à une blessure au genou contractée lors du match de Manchester United contre Tottenham. Eh bien, l'Ivoirien, le défenseur central ivoirien souffrait d'une blessure donc au genou. Eric Bailly a finalement retrouvé le camp d'entraînement des Red Devils après une préparation individuelle déjà absent de longues semaines en fin de saison dernière et privé de CAN en Égypte. Le champion d'Afrique 2015 est annoncé, disons, pour le 26 décembre prochain, soit le début des hostilités du Boxing Day en Premier League. Et puis, début ce week-end de la phase de groupe de la des Coupes africaines. Et ce sera la première journée en phase de poule de la Coupe CAF. Al-Nasr de la Libye reçoit le Djoliba Athletic Club de Bamako ce dimanche. Un match délocalisé au Caire en Égypte donc. Et pour le coach du Djoliba AC, tout est fin prêt pour affronter le club libyen. Suivez. Nous allons nous concentrer sur le gazon vert et de pouvoir nous battre pour faire honneur à toute la nation du Mali. Nous allons nous organiser sur le plan technique, tactique, mental pour pouvoir répondre positivement et de pouvoir revenir avec quelque chose de bien de ce que nos fans, les rouges, attendent de nous. Et je sais que ces jeunes gens, ils sont prêts. Dans n'importe quelle adversité, ces jeunes gens-là vont répondre présent. Sachez que nous irons en conquérant, nous irons en grand guerrier pour défendre les couleurs du Djoliba. Je veux gagner mes matchs et le reste on verra à la fin. La jeunesse de mon équipe est un atout. Ici, en NBA, Boston et Philadelphie restent invaincus chez eux. Les Celtics ont su se montrer solides pour l'emporter face aux Nets 121-110. Autre équipe imprenable chez elle, les Sixers du Camerounais Joel Embiid, 33 points et 16 rebonds. Philadelphie a enchaîné son 8e succès face aux Kings de Sacramento, 97-91. De leur côté, les Lakers ont sécurisé leur leadership dans la conférence Ouest en enchaînant leur 9e victoire de rang face aux Pelicans, 114-110. Les Clippers ont aussi brillé face à Memphis, 121-119. Les Blazers l'ont emporté 136-119 face à Oklahoma City. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Pour beaucoup d'Américains, la fête de Thanksgiving, c'est avant tout la grosse dinde, la famille et les amis. C'est aussi un temps de gratitude pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Je suis ici pour célébrer Thanksgiving avec le quartier, dire merci pour la famille et juste le fait d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y participeront pas cette année. Pour les Hirono, au-delà d'être un moment de réflexion, c'est également une opportunité de servir les moins fortunés. Il y a ceux qui ont faim, ceux qui sont moins chanceux et vivent dans le chaos. Les problèmes de santé mentale, sont frustrés ou veulent se tuer, mais nous les réunissons. Nous nous asseyons et partageons un repas avec eux en leur montrant de la dignité et du respect. Poser des actes d'amour et de compassion et donner un peu de vous-même, cela fait toute la différence. Depuis 5 heures du matin, l'armée de volontaires, mise sur pied par Emmanuel Hirono et son épouse Jay, à travers leur fondation, ne ménage aucune énergie pour s'assurer que tout le monde ait un repas de Thanksgiving. Nous avons du riz, des protéines, évidemment des dindes, du macaroni au fromage, des haricots verts, puis nous avons des pommes de terre là-bas, du jus d'orange et tout ce dont ils ont besoin pour avoir un repas complet. Comme chaque année depuis 25 ans, la Fondation TIS offre gratuitement des dindes et le nécessaire pour concocter un délicieux repas de famille. Cette année, 800 dindes au total sont offertes en cadeau à la communauté. Je cuisine pour ma famille chaque année. Je vais donc rentrer à la maison pour cuisiner tout ça pour ma mère, mes cousins, mes nièces, mes petits-enfants, ma fille, mon fils, en fait toute la famille. Nous ne venons pas simplement donner de la dinde, nous voulons apporter de la compassion, de la famille et de l'éthique. Asseyons-nous, mangeons et communions ensemble. Nous voulons vous connaître afin que vous puissiez nous connaître. Je ne considère pas l'argent comme étant la solution à tout, mais plutôt quel impact social nous avons dans la vie des gens de sorte à transformer leur vie. Il fait des choses absolument nécessaires pour la communauté. Pour certaines personnes qui tombent entre les mailles du filet, il est comme une soupape de sécurité. Il offre des formations professionnelles. Regardez cette ligne avec des personnes qui reçoivent gratuitement de la nourriture, de la dinde et un dîner de Thanksgiving. C'est un homme extraordinaire et cela lui vient du cœur. Il est sincère dans tout ce qu'il fait pour la communauté. Pour l'homme d'affaires natif du Nigeria, ce moment de partage est doublement précieux, car si aujourd'hui
il a du succès, c'est en partie grâce à cette communauté. Il y a un grand fossé entre l'Afrique et les Afro-Américains et le don de Dieu est de savoir que nous sommes tous africains, peu importe d'où nous venons. Il est important que nous nous impliquions à un niveau personnel sans tenir compte du gouvernement. Il aura fallu près de 3 mois pour faire de ce don annuel de dinde un succès. Et ici, tout le monde est volontaire, y compris les employés de Moutir Service, dont Emmanuel est le PDG. Parce que nous avons beaucoup d'employés, nous leur enseignons la compassion. Et à cause de la compassion, ils s'impliquent. Ensuite, nous servons. C'est pourquoi je travaille aujourd'hui. Je suis chauffeur, nettoyeur, cuisinier, je fais tout. Et cela me plaît. Et s'il y a bien une personne envers qui Emmanuel est reconnaissant, c'est son épouse. Ma femme aime servir les gens. Je suis un entrepreneur social à cause d'elle et elle m'a appris un autre aspect de la vie que je ne connaissais pas. Et je lui en suis très reconnaissant. Si la Fondation TIS est le bras qui donne, Moutir Service est celui qui travaille et un pourcentage de ses bénéfices nets annuels est remis à des causes affectant les populations défavorisées et marginalisées. Que ce soit à travers le don annuel de dinde ou la remise de jouets en fin d'année, les deux structures combinent leurs efforts pour faire la différence dans des communautés très pauvres aux États-Unis et en Afrique de l'Ouest. Fin de ce journal, bonne fête à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.